Et nous prolongeons notre réflexion avec notre invité, Philippe Drobinski. Pardonnez-moi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes climatologue, directeur de recherche au CNRS et auteur du prochain rapport du GIEC. Alors avant de parler d'évolution et d'adaptation, que ressentez-vous tout d'abord quand vous nous entendez dérouler ces catastrophes climatiques au fil de nos journaux ? Le changement climatique, les extrêmes climatiques affectent considérablement notre environnement, la biodiversité, voire ne serait-ce que cet arbre millénaire en danger, forcément, fait un gros pincement au cœur, mais je dirais que c'est presque l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'en fait, le vivant souffre avec ces événements extrêmes, et le vivant, c'est aussi bien la faune, la flore, bien sûr les êtres humains. Il y a une sensation d'impuissance. On sait, pour parler du GIEC, que vous interpellez depuis des décennies maintenant. Oui, on va dire que la répétition pédagogique il est peut-être temps que ça prenne fin, effectivement. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on sait que les canicules vont augmenter dans un contexte de réchauffement climatique, que tous les extrêmes, de façon générale, s'intensifient, leur fréquence augmente. Là, il n'y a aucune surprise, encore une fois, ce n'est que finalement la trajectoire attendue de ce qui était prévu il y a 30 ans. Alors forcément, il y a 30 ans, beaucoup de ces événements n'étaient que des chiffres posés dans un rapport, et que maintenant, ils nous affectent, et donc percevoir, forcément, être impacté directement dans sa chair, forcément change un petit peu la perception du problème. Mais il est en tout cas très grand temps que ce genre de situation, qui est une situation catastrophique, je reprends les mots du Haut Conseil pour Climat, dont le rapport est paru il y a 2 jours, nous avançons dans une zone dangereuse où effectivement les impacts du changement climatique viennent en cascade. Vous l'avez d'ailleurs dit dans votre sujet, c'est la canicule qui va assécher, qui va créer une végétation complètement propice à ce que la moindre étincelle mette le feu. Et donc ces événements de plus en plus imbriqués qui s'amplifient les uns avec les autres, à un moment, on risque de ne pas pouvoir continuer à s'adapter si on continue à réchauffer le climat. C'est ça, c'est ce que l'on comprend là quand on trouve que c'est difficile de vivre cette succession de pics caniculaires, mais on comprend qu'en fait ce n'est qu'un apéritif, ça va devenir de plus en plus fréquent, plus intense. Refaisons quand même un peu de pédagogie. Qu'est-ce qui explique ces pics caniculaires pour qu'on puisse essayer d'agir dessus autant que possible ? Bien, pour le faire vraiment de façon très simple, il y a d'abord la variabilité naturelle, c'est-à-dire que naturellement, on peut avoir des étés plus chauds, des étés plus froids, etc. Mais déjà, si on superpose ça, une tendance au réchauffement moyen, donc le climat se réchauffe globalement de 0,27 degrés par décennie, cette augmentation de toute façon de la température de base fait que les extrêmes deviennent naturellement plus chauds, les extrêmes chauds deviennent naturellement plus chauds, et les extrêmes froids moins fréquents également. Donc oui, ce que l'on vit, c'est le début. Voilà, pour reprendre les mots que certains ont dit avant moi, c'est encore une fois l'été le plus froid du reste de ma vie. Alors c'est pas vrai précisément, puisque effectivement il y a une variabilité naturelle qui fait peut-être l'année prochaine notre été sera plus frais que cette année, mais en tout cas dans la durée, sur plusieurs années, il n'y a aucun doute sur le fait que les records, puisqu'on parle souvent de records depuis maintenant un mois, les records vont être battus les uns après les autres. Vous parliez de l'effet domino tout à l'heure, parce qu'il est vrai que c'est très pénible, ça sollicite évidemment le corps humain, mais ça a un effet sur la nature, sur notre alimentation par extension, et donc c'est toute une chaîne qu'on est en train de détruire progressivement. On détruit toute une chaîne, on désorganise complètement l'organisation de notre société. Actuellement, vous prenez toutes les infrastructures souffrent, les infrastructures ferroviaires, il est très difficile en ce moment de faire circuler des trains, même si pour les trains grande vitesse, les choses sont à peu près maîtrisées. Les postes électriques de temps en temps disjonctent par la chaleur. Les écoles ont été fermées, donc il y a toute une réorganisation de notre vie. Donc il y a à la fois notre organisation de la société qui est impactée avec
avec les coûts économiques que ça peut avoir derrière, et en parallèle de ça, eh bien effectivement, on détruit le vivant autour de nous, qui est à la fois, je dirais, on fait partie du vivant, donc détruire le vivant qui nous entoure, c'est nous détruire aussi, et d'autre part, le vivant rend service à l'homme, et le fait de le détruire, eh bien, obère sa capacité à rendre ce service. C'est de la ressource alimentaire, c'est une meilleure qualité de l'eau, une meilleure qualité de l'air. Enfin voilà, donc il y a un certain nombre de services écosystémiques qui sont apportés par le vivant en dehors des êtres humains, et là aussi, on obère cette capacité de rendre ce service. Alors, avant de parler de la manière dont on peut s'adapter dans notre vie quotidienne, et en particulier dans les centres urbains, parlons des incendies. Comment peut se faire l'adaptation en ce qui concerne les feux de forêt ? Alors, je ne suis pas un spécialiste complètement des feux de forêt, mais la première chose, c'est qu'on le voit, c'est d'abord prendre la maîtrise du risque et l'évolution du risque. Et certain, c'est que en 2050, il y aura en gros la moitié supplémentaire, on va dire, il y aura une surface plus grande du territoire qui sera exposée au risque incendie, avec deux effets. Un effet qui est d'abord d'avoir des feux qui partent en série et sur une région beaucoup plus grande, ce qui va mettre une pression forte sur les moyens d'intervention. Et donc les moyens d'intervention souffrent actuellement parce qu'ils font face à des feux simultanés, d'autant que lorsqu'il y a une canicule en France, eh bien, il peut se passer que la canicule, qui a une empreinte géographique assez large, eh bien, peut aussi affecter nos voisins du Sud. Donc par exemple, l'Espagne est aussi exposée en ce moment à de très forts feux de forêt. Donc même avec une solidarité européenne, les moyens pour l'instant restent limités face à l'intensité des feux. Et ensuite, le fait que le risque incendie aussi maintenant affecte des régions auprès de populations qui ne sont pas habituées à ce risque incendie, eh bien fait qu'il va devoir y avoir un énorme travail de prévention à mettre en œuvre, à responsabiliser davantage le citoyen sur des actes de débroussaillement, etc. Donc à faire pour pouvoir prévenir surtout le départ de feu. Oui, parce que c'est ce qu'on voit, effectivement. Vous venez de souligner cet aspect-là. On ne pourra plus forcément compter sur le mécanisme de solidarité parce que chacun sera sollicité au niveau européen, pour ne parler que de l'Europe, pour faire face à des incendies peut-être d'ampleur. Alors, parlons à présent de la capacité que l'on pourrait trouver pour nous rafraîchir, pour nous adapter, en tous les cas, à ces pics caniculaires. À quelles urgences faut-il, selon vous, répondre ? Alors, à quelles urgences ? Je pense que, en fait, les solutions d'adaptation en milieu urbain au risque caniculaire, ils sont connus depuis longtemps, en matière de rénovation du bâti, en matière de végétalisation des villes, en matière par exemple, d'utilisation de la peinture blanche pour davantage réfléchir les rayons du soleil. Donc, il y a toute une panoplie, et bien évidemment la climatisation également. Donc, il y a toute une panoplie de solutions d'adaptation aux canicules. Maintenant, les territoires ne sont pas tous exposés de la même façon. C'est évident quand même que des territoires du Sud le sont davantage, aux territoires du Nord. Et donc, les solutions qui sont à mettre en œuvre et la hiérarchisation des solutions qui sont à mettre en œuvre doivent être étudiées au cas par cas dans les territoires pour enfin mettre en place un plan d'adaptation qui soit un plan d'adaptation non pas en réponse à l'urgence, mais bien en anticipation d'un climat qui se sera réchauffé à plus 4 degrés à la fin du siècle. Si on ne fait rien, bien évidemment, parce que l'autre message, bien évidemment, c'est de réduire absolument nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter que ce scénario ne se produise. Et je vais venir tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a un caractère absolument désespérant quand on parle de cette capacité à nous adapter. On sait effectivement, vous venez de le dire, on le sait depuis 30 ans ce qu'il faut mettre en place. Et là, quand on apprend qu'il y a des hôpitaux qui sont construits, je pense à l'hôpital de Nantes notamment, qui n'anticipent pas, qu'il n'y a pas de végétalisation, que ce soit pour les écoles, que ce soit dans les villes, c'est vrai qu'on se demande pourquoi les pouvoirs publics ne parviennent pas à anticiper, à intégrer dans leurs projets actuels ces dérèglements climatiques dont on sait qu'ils sont véridiques et vérifiés. Non, j'aurais quand même, je modulerai un petit peu les propos parce que on peut pas dire que dans les territoires, certaines communes ont des actions. Alors c'est bien évidemment peut-être pas assez systémique, mais il y a des métropoles qui mettent en place des réseaux de froid. Il y a des villes qui mettent en place la végétalisation dans les écoles avec la désimperméabilisation des sols. Donc il y a des actions qui sont entreprises. Je pense que ce dont on manque, c'est un grand partage d'expérience pour pouvoir savoir un petit peu ce qui est aussi efficace, ce qui l'est moins, et où c'est efficace et où
ça ne l'est pas. Et puis, à côté de ça, il y a toujours l'idée de dire que ça coûte. Seulement, là aussi, les travaux des économistes de l'environnement l'ont bien montré. 1 € investi maintenant dans l'adaptation, c'est 7 € de dégâts évités dans le futur. Donc, en fait, tout ça, à très court terme, peut sembler être une montagne d'investissement à venir, mais qui seront de toute façon, comment dire, bénéfiques pour les années à venir. Et le plus tôt on investit, le moins ça nous coûtera. Il faut donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est essentiel. Mais là, on le voit, on en parle en permanence, notamment lors des COP, que c'est une impulsion politique. Est-ce que vous pensez qu'elle va finir par se mettre en place, qu'elle va être opérationnelle, cette impulsion nécessaire pour réduire les gaz à effet de serre? Là aussi, je vais moduler un petit peu les propos. Souvent, on me dit, est-ce que le GIEC sert à quelque chose? Est-ce que les COP servent à quelque chose? Bah oui, en fait, il y a encore 15 ans, la perspective d'évolution de la température à la fin du réchauffement, de la température à la fin du siècle était autour de 4 degrés. Maintenant, avec les politiques climatiques qui ont été mises en place, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on est plutôt sur une trajectoire à la fin du siècle de l'ordre entre 2,7 et 3 degrés. Bien évidemment, on n'est toujours pas dans la trajectoire de l'accord de Paris qui nous impose de rester en dessous de 2 degrés à la fin du siècle, mais néanmoins, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Donc le constat, c'est que oui, il y a des politiques publiques qui visiblement ont été mises en place et qui ont été efficaces, mais qu'elles ne sont pas encore à l'échelle pour pouvoir rester dans la trajectoire de l'accord de Paris. Donc il faut accélérer à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et là, il y a plein de leviers qui sont possibles à actionner. Et enfin, bien évidemment, ça c'est pour réduire on va dire le risque, les risques futurs avec chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire. Et à côté de ça, il faut s'adapter à ce qui est maintenant devenu inéluctable pour les 10 prochaines années, face de toute façon à une augmentation de ces extrêmes climatiques à la fois en fréquence et en intensité. Oui, on comprend que l'impulsion elle est à la fois nationale, locale et communautaire. Ce sont aussi les communautés qui se mobilisent, qui sont créatives et qui pensent à des idées qui inspirent d'autres personnes. Exactement. Non, il ne faut pas attendre les autres, il ne faut pas attendre son voisin. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se font, d'initiatives qui se font locales. Ce qui manque probablement, c'est un retour d'expérience et pouvoir, encore une fois, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Bien évidemment, il faut accompagner tout ça, mais oui, on est en capacité sur le terrain et individuellement, collectivement, à engager à la fois de la transformation pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que la sobriété est un levier qui est probablement le plus rapide, efficace et le moins cher à activer. Là aussi, il faut penser à avoir une consommation plus rationnelle, plus juste, plus durable. Et à côté de ça, bien évidemment, transformer nos comportements, notre société, les technologies qu'on utilise pour qu'elles soient moins carbonées. Et puis, à côté de ça, encore une fois, faire ces retours d'expérience, échanger sur ce qui ne fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes d'adaptation pour pouvoir mettre en place enfin un vrai programme, une vraie stratégie nationale d'adaptation au changement climatique.